Nous proposons d'examiner cette année l'œuvre d'un très grand penseur juif contemporain, peut-être le plus grand, Emmanuel Levinas. Cette œuvre est considérable par à la fois sa profondeur et le nombre de publications de ce très grand philosophe, et en même temps par la multiplicité des commentaires qu'il a suscités. Nous proposons de l'étudier en suivant le fil d'abord de la vie d'Emmanuel Levinas, et ensuite en examinant divers thèmes essentiels à cette pensée. Nous essayerons de le faire de la façon à la fois la plus claire, la plus exhaustive, et en même temps sans pour autant ignorer les difficultés et les questions posées par cette pensée. Pour cette introduction, ce chapitre d'introduction, nous allons tout d'abord nous attacher à la vie d'Emmanuel Levinas en très grandes lignes. Emmanuel Levinas, un juif dans son siècle. Et dans une deuxième partie, nous allons traiter de la présence ou de la façon dont Emmanuel Levinas s'insère dans l'histoire spirituelle de l'Europe, à la fois juive et non juive. Et dans une troisième partie, nous allons réfléchir à la résonance dans son œuvre à la fois de cette vie et de ce parcours de juifs européens. Donc, tout d'abord, nous allons commencer à réfléchir à cette figure d'un juif présent à son siècle, le siècle de Levinas. Le siècle de Levinas, on pourrait bien dire, c'est le XXe siècle, c'est ce siècle qui va de la naissance du philosophe en 1905, fin de l'année 1905, à sa disparition en 1995. Levinas aura vécu tous les bouleversements, toutes les tragédies et toutes les profondes transformations, à la fois culturelles, sociales, spirituelles et politiques de ce siècle. Il aura vécu, enfant, la première révolution bolchevique, et puis ensuite la guerre mondiale et la révolution russe. Il aura vécu ensuite l'émigration et la découverte de la France, découverte ensuite de l'Allemagne et de la philosophie allemande en ce début de siècle. Il aura vécu les affres de la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, la captivité, le retour en France après la captivité, et la création de l'État d'Israël. Et il aura vécu également la reconstruction du judaïsme français, la communauté juive française. Et il aura été un participant actif et extrêmement important et mobilisateur pour la reconstitution de l'enseignement juif en France, la diffusion de la culture juive, de la tradition juive, dans un public extrêmement étendu, vaste, juif et non juif. Et il aura suivi attentivement les transformations de l'État d'Israël et tous les bouleversements culturels de notre époque, toutes les modes intellectuelles, les différents courants intellectuels qui ont agité la France après la libération et jusqu'à sa mort en 1995. À tous ces événements, Levinas est extrêmement présent, il est extrêmement affecté, comme on le dira. Et je voudrais citer à ce propos une phrase d'un des maîtres d'Emmanuel Levinas, le philosophe allemand Martin Heidegger, qui disait, lorsqu'il parlait d'Aristote, il disait, on peut résumer sa vie en quelques mots, il est né, il a vécu, il a travaillé, il est mort. Et Heidegger ajoutait que la biographie d'un philosophe est sans importance, il faut s'attacher uniquement à son œuvre, au contenu de son œuvre et au sens de son œuvre. Eh bien, cette phrase ne s'appliquait certainement pas à Martin Heidegger lui-même. On doit sans cesse penser aux corrélations qui existent entre la vie d'un penseur et sa pensée, mais c'est particulièrement faux dans le cas d'Emmanuel Levinas, parce qu'on ne peut dissocier sa pensée, tous les aspects de sa pensée, aussi bien philosophiques
que juive, on ne peut pas les dissocier de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie et de la façon dont il a réagi à ces événements. On ne peut pas détacher l'œuvre d'Emmanuel Levinas à ses origines, en tant qu'enfant juif russe, la façon dont il a reçu cette éducation, à la fois cette double éducation juive et russe, la façon dont il a perçu les événements qui ont bouleversé la Russie, la façon dont il a vécu sa séparation d'avec la Russie, avec sa famille, qui allait être emportée dans la tourmente, la façon dont il a vécu cette interguerre entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale en France, dans, comme il le dit, le pressentiment de l'horreur qui se préparait, la façon dont il a vécu ces années de captivité, qui ont été pour lui une sorte d'incubation intellectuelle, ses premières grandes intuitions propres, personnelles, philosophiques, ont mûri précisément pendant ces années de captivité, et la façon dont il a abordé la période de l'après-guerre et vécu cette reconstruction finalement du judaïsme français, et également évidemment ce nouveau départ pour le peuple juif qu'a été la création de l'État d'Israël. Tous ces événements, Emmanuel Levinas les a ressentis avec beaucoup d'intensité, et on en trouve une trace dans son œuvre. Je voudrais donner pour seul exemple 2 ouvrages d'Emmanuel Levinas dont nous aurons l'occasion de parler. Le premier est Difficile liberté, qui est un recueil d'essais, d'articles publiés dans diverses revues juives françaises et qui témoignent de l'extrême attention du philosophe à l'actualité, de la façon qu'il a, à la fois de façon extrêmement réfléchie, extrêmement profonde, mais en même temps très attentive, très perspicace, façon dont il réagit à des événements qui affectent aussi bien la communauté juive française que l'État d'Israël, ou, on pourrait le dire, l'humanité contemporaine. Un deuxième ouvrage qu'on pourrait citer à ce propos, c'est le recueil intitulé Nom propre, dans lequel Levinas consacre chaque chapitre à une grande figure du judaïsme au XXe siècle, qu'il s'agisse du romancier Agnon, qu'il s'agisse du philosophe Buber, qu'il s'agisse du poète Paul Celan. On voit que les intérêts de Levinas sont extrêmement divers, couvrent finalement, on pourrait dire, tous les champs de réflexion et d'existence du peuple juif contemporain. Donc, tout cela atteste le fait que Levinas est un homme de son siècle, est un homme qui vit les drames, les enjeux de son siècle, et qui assume les responsabilités d'un juif vivant intégralement dans son siècle. Le temps du ghetto, pour lui, est terminé. Il s'agit d'un judaïsme qui est ouvert, on pourrait dire, à tous les vents de la civilisation, parfaitement conscient de son apport, mais parfaitement conscient des questions qui lui sont adressées et qui viennent d'en dehors de la communauté. Et à ces questions, le judaïsme doit trouver, sinon des réponses, en tout cas des éléments de réflexion, de façon à enrichir le débat et à faire entendre une voix qui est souvent ignorée, qui n'a pas été entendue et qui n'a pas toujours su trouver un langage qui puisse parler aux contemporains. Donc cela, c'est notre premier point. Et le deuxième point, c'est Levinas en tant que juif européen. Juif européen en quel sens ? Eh bien, il faut dire que Levinas se trouve au confluent d'au moins 4 cultures. Il y a tout d'abord la culture juive qu'il a reçue dans son enfance. Il faut souligner que la famille Levinas, son père qui tenait une librairie, une papeterie, dans la ville lituanienne de Kovno. Son père était un juif, qu'on pourrait dire un juif moderne,
Certains diraient qu'il était déjà par son inclination pour la culture russe et pour la langue russe, était déjà d'une certaine façon assimilé à cette culture, sans pour autant avoir renoncé à ses racines juives auxquelles il tenait énormément. Et donc il a su transmettre à Lévinas, d'une part, une base solide dans l'enracinement dans la tradition. Lévinas aimait raconter que dans tous les déplacements de la famille, qui a été un peu ballottée à la suite de la Révolution, la famille Lévinas s'est engagée dans une sorte de pérégrination à travers la Russie, où ils ont fui la ville de Kovno, qui était occupée par les Allemands dans la Première Guerre mondiale. Ils se sont déplacés en direction de l'Ukraine, dans la ville de Kharkov, où Lévinas a poursuivi ses études secondaires, et puis ensuite de retour à Kovno après la guerre, après la Révolution, où il a intégré une école juive, un lycée juif, et terminé là-bas ses études. Eh bien, pendant toute cette période donc, de formation, la famille Lévinas avait toujours pour souci, les parents du jeune philosophe, avaient toujours pour souci de lui donner un maître, un précepteur, qui lui enseignait le judaïsme, la langue hébraïque, la Bible, le Tanakh. Donc cela était extrêmement présent, extrêmement fort dans son enfance et dans son adolescence. Mais par ailleurs, la famille était déjà ouverte à la culture, à la civilisation russe. Lévinas a suivi donc des études lorsqu'il était encore à Kovno, des études dans le lycée russe, et il a acquis un bagage, son premier bagage intellectuel, et est resté toute sa vie durant extrêmement attaché à la langue russe, à la littérature russe, et à tous les échos que suscitait en lui cette littérature. Lévinas l'a dit souvent, il le disait avec humour, avec ironie. Il disait souvent, est-ce que la lecture de Tolstoï, de Pouchkine, de Gogol, de Dostoïevski est une bonne préparation à la philosophie? Il ne répondait pas à cette question, mais il laissait tout de même entendre que c'était, après tout, peut-être une façon intéressante et stimulante pour lui d'entrer dans la problématique humaine qui va être celle de sa philosophie, plutôt qu'à travers des théories, des systèmes ou des idées abstraites. Donc, déjà, vous savez, depuis le départ, il y a cette double formation, à la fois juive et russe. Pour la formation juive d'un jeune élève vivant donc en Lituanie, il y avait toute cette immense tradition qui était placée, Lévinas le disait aussi souvent, sous le signe de la figure emblématique du Gaon de Vilna, un très grand maître du Talmud au XVIIIe siècle. Le judaïsme lituanien, nous aurons l'occasion d'en parler, le judaïsme lituanien est un judaïsme extrêmement porté sur l'étude, sur la méditation, sur les textes, la réflexion, l'étude, essentiellement l'étude du Talmud, de façon très intense et très rigoureuse. Et la vie spirituelle est essentiellement une vie d'étude. Et Lévinas a gardé toute sa vie cet amour de l'étude qu'il avait reçu dans son enfance et dans son adolescence. Une étude à la fois qui se faisait dans la fidélité à la tradition, mais en même temps dans un esprit ouvert et critique, un esprit de réflexion. Lévinas s'en retirera de cela aussi, on aura beaucoup à parler, à réfléchir. Il en retirera une certaine conception du Talmud, qui n'est pas une conception dogmatique, une conception très ouverte, ouverte à la discussion, à la réflexion, et il retirera de cela une vision du Talmud comme une sorte
de formes d'expression et de pensée, d'existence religieuse, essentiellement, on pourrait dire, éloignées, aussi loin que possible, de toute forme de mythe, de toute forme de superstition, extrêmement curieuse, attentive à tout ce que le texte peut apporter pour éclairer notre condition. Donc cela, c'est une première étape très importante. La deuxième étape s'est produite avec le départ de la Russie. Donc Lévinas était encore jeune, il venait de terminer ses études secondaires. L'accès à l'université était problématique, sinon impossible, en raison du numerus clausus qui était imposé en Russie pendant ces années-là. Il s'agit donc des débuts des années 20. Lévinas donc quitte la Russie et va entreprendre des études de philosophie, langue française, de latin, mais surtout de philosophie à l'université de Strasbourg. Et là, il va découvrir un autre visage de l'Europe, après celui de la Russie, de cette Russie juive et de la Russie tout court. Il va découvrir le visage de la France, qui va le porter, l'imprégner, son œuvre jusqu'au bout. Il va découvrir une France qui était, il l'a dit d'ailleurs, qui était pour beaucoup de juifs russes le symbole du respect des droits de l'homme, du respect des minorités. C'était la France d'après l'affaire Dreyfus. Et certains des maîtres de Lévinas à l'université de Strasbourg avaient lutté pour Dreyfus, pour l'innocence de Dreyfus. Ils avaient risqué leur propre carrière, leur propre sécurité. S'étaient exposés à beaucoup de déboires en raison de ce combat courageux. Lévinas avait énormément d'admiration pour ces hommes. Il le disait d'ailleurs avec aussi beaucoup de force. Il disait, voilà, ces maîtres que nous avons eus à l'université de Strasbourg, c'était véritablement des hommes. Et on entend dans cette phrase de Lévinas un peu le mot yiddish. Yiddish était aussi une des langues maternelles de Lévinas. On entend le mot yiddish de mensch. C'était des mensch, c'est-à-dire des hommes accomplis, des hommes droits, des hommes intègres, des hommes courageux, des hommes soucieux finalement de l'autre, de ce qui va être le grand thème de l'éthique lévinassienne, le souci de l'autre. Bien, il avait déjà cet exemple devant les yeux lorsqu'ils entendaient ses maîtres à l'université de Strasbourg. Donc, deuxième chapitre, la France, la langue française, et la philosophie qui était incarnée à l'époque par Bergson, c'était le grand maître de l'université française pendant ces années 20, et Lévinas va rester fidèle à la pensée de Bergson qui l'ouvre à une compréhension profonde du temps. Bergson, c'est le grand philosophe du temps créateur, du temps intérieur, de la durée, comme il l'appelle. Et Lévinas aura beaucoup à apprendre de Bergson, de cette exploration du temps intérieur et de cette découverte en quelque sorte de la liberté liée précisément à cette vie intérieure, à ce mûrissement intérieur du temps. Tout cela est inscrit dans ce petit mot bergsonien de la durée, jaillissement du temps. Et c'est à Strasbourg aussi qu'il va découvrir la littérature française, et en raison en partie de son amitié avec Maurice Blanchot, qui va l'introduire à la littérature, à la poésie française. Et Lévinas va découvrir, comme il le dit si bien, il va découvrir qu'on peut appartenir à une nation, on peut y prendre racine dans une nation par le biais de la langue, et par la langue française que Lévinas va approfondir son appartenance à la France. Et c'est à travers la langue française qu'il va découvrir de nouvelles possibilités de pensée. Et on sait, on le voit très bien en lisant Lévinas, comment, je dirais, plus que s'être approprié cette langue,
il en a découvert les infinies possibilités. Il a été capable de moduler cette langue et très souvent d'ailleurs de retrouver certaines racines, certaines significations qui échappent à la plupart francophones et de se créer, je dirais, dans cette langue son propre organe d'expression, ce qui est extrêmement impressionnant. Et très souvent d'ailleurs, la philosophie de Lévinas, on aura de nombreux exemples à ce propos, la philosophie de Lévinas se laisse entendre comme une sorte d'écriture poétique. Il y a quelque chose de très beau dans cette langue, de très nouveau, de très original. Donc, découverte de la France sous ses diverses facettes, et en même temps fierté d'appartenir à cette nation démocratique, et en même temps, Lévinas est ouvert à l'Outre-Rhin. Il va découvrir à Strasbourg l'œuvre d'un philosophe d'origine juive, du nom de Husserl, qui va l'introduire à la phénoménologie. La phénoménologie, c'est, je dirais, l'outil philosophique, l'outil conceptuel de Lévinas. On peut en dire juste un mot maintenant, on aura l'occasion d'en parler, mais on peut dire que la phénoménologie, c'est cette capacité des philosophes inspirés par Husserl de se tourner vers le concret et d'abandonner, je dirais, l'esprit de système pour une sorte d'attention et de lecture et d'interprétation, ou plutôt, comme on le dira dans le sillage de Heidegger, d'herméneutique, interprétation de notre vie quotidienne, de notre existence concrète et corporelle. Donc une extrême ouverture au réel et sensibilité au réel. Et tout cela, Lévinas va le découvrir, il commence à le découvrir à Strasbourg, et la lecture de Husserl va l'amener en Allemagne, va l'amener à Freiburg, où il entendra ce grand maître de la philosophie contemporaine dans ses derniers cours et séminaires. Et puis, il y aura la découverte du successeur de Husserl, Martin Heidegger, dont l'œuvre extrêmement importante, mais extrêmement problématique, va, je dirais, à la fois nourrir la pensée de Lévinas et en même temps la hanter, puisqu'il y aura ce grand drame dans sa relation à Heidegger, c'est l'engagement de Heidegger dans le mouvement nazi dès le début de l'accession de Hitler au pouvoir, même un peu avant, en 1933. Et Lévinas aura à faire, je dirais, une sorte d'examen de conscience. Ce sera un total bouleversement pour lui que de devoir réfléchir à cette extraordinaire contradiction entre la profondeur, l'originalité d'une pensée et en même temps son engagement au service de l'abomination nazie. Donc tout cela, c'est ce bref séjour, finalement assez court, que Lévinas va faire en Allemagne, qui va le confronter à ce double aspect de la phénoménologie sous la figure de Husserl et de la figure de Heidegger. Et puis ensuite, il y a le retour, retour en France, après cette année à Freiburg. Il y a le retour en France, il y a toute cette période de l'entre-deux-guerres, où Lévinas publie ses premiers essais juifs, sur Maïmonide entre autres, où il fait ses premières armes dans l'administration de l'Alliance israélite, un poste qu'il retrouvera après sa libération, dans les années d'après-guerre. Donc, premier souci de Lévinas pour la communauté, un engagement communautaire, un engagement pédagogique et une intense activité culturelle pendant ces années de l'entre-deux-guerres, découverte de certains cercles intellectuels importants à Paris, et publication de ses premiers essais philosophiques de l'évasion, et puis de sa première réaction à la montée du nazisme en Allemagne,
les réflexions sur ce qu'il appelle à l'époque la philosophie de l'hitlérisme, donc des essais à la fois brefs et importants, où s'esquisse une pensée au fil de l'événement. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que Levinas a reçu en Allemagne des outils conceptuels après l'étude de Bergson, donc cette étude de Husserl et de Heidegger, lui donne des outils conceptuels, mais ces outils conceptuels vont être aussitôt utilisés pour une lecture de la réalité, pour un essai de compréhension de la réalité qui est extrêmement stimulant, et de premières ouvertures. Et sa pensée va mûrir précisément pendant les années de captivité, parce que pendant toute la guerre, il sera captif dans le stalag, éloigné de sa femme et de sa fille, et sans nouvelles de sa famille en Russie. Et ces années seront pour lui, c'est très étonnant à dire et à penser, mais ces années tellement terribles seront pour lui des années de mûrissement intellectuel, un mûrissement intérieur, des lectures assez inattendues d'ailleurs, plus littéraires même que philosophiques souvent. Ce sont des années d'écriture. On a maintenant un journal qui était tenu par Levinas pendant sa captivité. Et dès son retour, il pourra publier ses premiers essais personnels de l'existence à l'existant, le temps et l'autre. Donc des petits livres qui indiquent une nouvelle direction. Et le point de départ de cette réflexion, c'est justement cet essai que Levinas va poursuivre pendant toute sa vie, de comprendre où finalement la philosophie a chopé, pourquoi une société qui était imbibée de culture et d'une très haute civilisation n'a pas pu échapper à ses démons, n'a pas pu résister à l'emprise de Hitler et du fascisme nazi. Pourquoi cette défaite est à la fois une défaite politique, sociale, morale? Pourquoi cette débâcle morale? Tout cela, ces points d'interrogation vont obliger Levinas à une sorte de relecture de la philosophie, et à la fois à la recherche des points forts et la compréhension des points faibles de la philosophie occidentale, et en même temps une sorte de réappropriation de son propre judaïsme. Cela se produira après la guerre, sous l'impulsion d'un maître assez étonnant dont on aura parlé, celui qu'on appelait Monsieur Chouchani, cet homme qui est une sorte d'incarnation du juif errant. Et les années d'après-guerre vont être les années de plein épanouissement de la pensée d'Emmanuel Levinas. Et lire ses livres, c'est à la fois lire cette œuvre très personnelle, et en même temps c'est entendre dans cette œuvre personnelle des accents de tous les drames qui ont bouleversé le judaïsme au XXe siècle, et de tous les drames de la civilisation contemporaine. Donc de tout cela on aura parlé, mais un tout petit dernier point. J'ai dit que la pensée de Levinas est une pensée qui vit dans son siècle. C'est la pensée d'un juif européen, donc, qui a traversé tous ces grands courants de civilisation, et c'est aussi une pensée qui résonne à l'événement. C'est une pensée qui est toujours à l'écoute. Levinas, on pourrait dire, il a des oreilles, il écoute, il entend, et il réagit. Et ça, c'est très important. Il vibre avec l'événement, qu'il s'agisse de la Shoah, à laquelle il n'a cessé de penser, qu'il s'agisse de l'État d'Israël, qui n'a cessé d'animer, d'alimenter sa réflexion et ses écrits, qu'il s'agisse de la reconstruction du judaïsme contemporain après la Shoah, et qu'il s'agisse de ses attentes par rapport aux générations qui montent, et de la transmission d'un judaïsme extrêmement vivant et extrêmement vibrant.